Dans son livre « Commerce équitable et éthique », Thierry Brugvin, docteur en sociologie politique, expose en détail la difficile problématique de régulation des normes sociales, des labels et des codes de conduite qui constituent les principaux fondements du commerce mondial dénommé équitable ou éthique. En effet, l'inspection du travail qui relève d'une régulation publique se voit progressivement remplacée, dans les pays en développement notamment, par des organismes d'audit, ce qui préfigure un risque d'excès de privatisation. Par ailleurs, il apparaît que la plupart des systèmes peuvent alimenter des dérives protectionnistes. Thierry Brugvin explore également une autre piste pour réguler le travail au plan international, le système de préférence généralisée, qui pourrait constituer une réponse plus adaptée et facilement généralisable. Thierry Brugvin, bonjour. Bonjour. Vous indiquez dès l'introduction que les deux termes commerce équitable et commerce éthique ne sont pas synonymes. Pouvez-vous nous définir clairement et nous indiquer dans quel champ ils s'appliquent l'un et l'autre afin que les propos qui vont suivre évitent les confusions? Donc, auparavant, les différences entre le commerce éthique et équitable c'était deux domaines assez séparés. Maintenant, ça tend quand même beaucoup à se rapprocher, notamment avec les pratiques de Max Havelaar. Auparavant, disons que ce qui était central dans le commerce équitable, c'était que c'était centré sur les petits producteurs et sur le prix. Enfin, c'était deux caractéristiques essentielles, mais il n'y avait pas que ça évidemment, mais c'était quand même ça qui le caractérisait. Et le commerce éthique, à l'inverse, c'est toujours d'ailleurs plutôt sur les gros producteurs, et non pas sur le prix, mais sur les conditions de travail, hein, sur les normes fondamentales du travail. Mais de plus en plus, ça tend à fusionner, parce que quand par exemple, Max Havelaar fait une norme ou un label commerce équitable, ou qu'il labellise les jeans Levi's par exemple, ou le chocolat Nestlé, c'est plus un petit producteur. Donc, et là, ça concerne donc le prix, mais aussi les conditions de travail. Voilà, ça élargit. Donc de plus en plus, cette distinction, elle tend à diminuer, mais globalement, ça reste quand même un peu ça. Le commerce éthique, c'est grande multinationale, conditions de travail, et équitable, petit producteur, et plutôt le prix, mais c'est pas que ça, évidemment, comme dans le label. Il y a d'autres critères. À quel public s'adresse votre livre et quel est son objectif? Alors les publics, c'est un peu tous les publics, hein. Peut-être pas le grand public, parce que déjà, la rédaction quand même pas toujours... Enfin, j'ai pas écrit très compliqué, hein, c'est pas non plus une rédaction très complexe, mais enfin c'est pas... Disons que ça va du chercheur jusqu'au militant, on va dire, plutôt comme ça, des gens qui connaissent un peu le sujet, qui s'intéressent au sujet. Alors pas le grand public, parce que c'est vrai que je creuse un peu les choses, j'essaie d'aller un peu dans les détails. Et l'objectif, c'est justement, c'est un peu comme son titre l'exprime, c'est donc commerce éthique et équitable, opportunité limite. C'est pour justement, il y a souvent des bouquins qui sont intéressants, mais où ils font que l'apologie du commerce équitable, tout est joli. Et d'autres, c'est l'inverse. Bon, c'est plus rare, mais il y en a quelques-uns qui descendent de A à Z, comme s'il n'y avait aucun intérêt. Pareil pour le commerce éthique. Et donc là, j'essaie de montrer qu'en fait, pour le commerce éthique et le commerce équitable, il y a justement des avantages et des inconvénients, et que c'est pour éviter d'avoir cette vision complètement manichéenne des choses, quoi. Quand vous parlez du non-respect du droit des travailleurs dans les pays à bas salaire par les entreprises transnationales, c'est-à-dire plus communément nommées multinationales, que certaines ONG ont commencé à dénoncer à partir des années 70, de quel droit parlez-vous exactement? S'agit-il d'un non-respect du droit du travail par rapport à celui en vigueur dans le pays producteur, par rapport à celui en vigueur dans le pays d'origine de la multinationale, ou par rapport à un droit international? En fait, les codes de conduite, ils sont faits, en règle générale, ça dépend des codes justement, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a plusieurs types de codes. Bon, enfin, les codes les plus répandus aujourd'hui, en tout cas ceux qui ont été rédigés, à mon avis, qui étaient quand même parmi les meilleurs codes de conduite rédigés par la campagne européenne pour des vêtements propres, s'appuyaient justement sur les normes fondamentales du travail de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Donc c'est au niveau international, donc c'est pas forcément d'ailleurs les plus élevés, mais c'est une sorte de socle minimum, voilà, qui évite de descendre trop bas par moment, et puis ni non plus d'avoir on ne demande pas d'avoir des conditions de travail équivalentes à la France quand c'est pour les travailleurs indiens, hein, parce que bon, tout est un peu différent, mais quand même un minimum. Alors il y a des domaines où, en Inde, ça arrive que les normes soient plus élevées que les normes internationales du travail, puis des fois, évidemment, c'est en dessous. Donc la question surtout, c'est
de respecter le droit du travail local au minimum. Des fois, c'est pas le cas. Et puis quand le droit du travail local est vraiment trop bas, ça peut arriver par exemple des fois dans le domaine du tapis, des fois c'est en dessous des normes internationales du travail, bah là qui monte au moins au niveau des normes internationales du travail. C'est ça l'idée. Page 31, vous dites « Les acteurs du commerce éthique en France ne sont pas parvenus jusqu'à présent à développer un label social comme ont pu le faire ceux du commerce équitable. Ce label commerce équitable est en effet assez présent dans la grande distribution sous la forme de gondoles identifiées dans les rayons alimentaires notamment. Et, me semble-t-il, les gens pensent généralement que ce label garantit que les producteurs sont rémunérés à un juste prix. Est-ce bien la signification réelle de ce label ou pensez-vous que les garanties indiquées sur les étiquettes des produits soient effectivement observées dans la réalité des transactions commerciales ? Alors, du coup, là, il y a deux questions différentes. La question du label social et du label équitable et la question de la validité des labels. Alors, je vais commencer par la première. Oui. La première, c'est justement la différence entre le label social et le label commerce équitable. En fait, aujourd'hui, en tout cas avec Max Havelaar, le label du commerce équitable est plus large. Il regroupe, il inclut en fait le label du commerce social parce qu'ils ont inclus, en plus du prix, ils ont inclus les normes fondamentales du travail. Donc par exemple, quand ils font un label pour Levi's, Nestlé ou même McDo, c'est du coup aussi un label social. Voilà. Alors, mais c'est très limité. Par exemple, je prends l'exemple du jean Levi's. C'était quand ils l'ont fait, ça partait juste sur le fil du jean. Voilà. Donc évidemment, il était donc sociable et équitable, mais uniquement sur le fil. Et bon, voilà. Ça, c'est le premier problème. Et donc pourquoi ils n'ont pas réussi à faire un label social en général? C'est que si on veut par exemple labelliser les jeans en entier, donc là, on va dire tous les jeans Levi's par exemple, ce qui serait intéressant parce qu'il y en a des milliers, ça demande, il y a tel réseau de sous-traitants tellement immense, avec dans le monde entier et sous-traitants en cascade, que ça supposerait vraiment de certifier toute la chaîne de production en amont. C'est très compliqué et du coup, ils n'y arrivent pas. Donc ils se contentent de certifier certains éléments à droite à gauche, mais ils ne peuvent pas... parce qu'en fait, pour avoir un label, il faut que toutes les entreprises qui sont à la base, qui aboutissent en fait au produit final, soient certifiées. Hein. Donc il faut qu'il y ait des cabinets d'audit qui viennent vérifier. Alors dans le commerce équitable, comme c'est beaucoup plus petit, par exemple, on va certifier un producteur de bananes, et ben on va dans la plantation, on regarde et puis on voit la filière. Évidemment, quand la filière est très grande, ça devient aussi un peu compliqué. Ça, c'était la première question. La deuxième, c'était la validité ou la fiabilité des labels. Oui, parce que généralement, les gens qui ne sont pas aussi au fait que vous des subtilités du commerce équitable et du commerce éthique, font un raccourci dans leur tête. Pour eux, le commerce équitable, c'est que le petit producteur qui vend son sucre ou son café va être correctement rémunéré. Il semblerait que dans l'esprit commun, c'est plutôt cette affaire de juste rémunération qui soit retenue plutôt que le respect de normes sociales. C'est normal puisque, comment dire, le commerce équitable, c'est quand même d'abord ça. Hein. C'est quand même d'abord ça le point central. Et du coup, il y a une polémique justement sur le revenu. Et donc certains, notamment celui qui était le plus critique là-dessus, c'est Christian Jacquiot, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les coulisses du commerce équitable. Donc lui, c'était quasiment que à charge. Il voyait que les inconvénients et généralisait l'ensemble des critiques qu'il donnait au commerce, enfin, de Max Havelaar à l'ensemble du commerce équitable. Donc c'était quand même la limite de son bouquin. Mais bon, il avait le mérite en tout cas de montrer la face un petit peu les limites du système. Et bon, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais globalement, ça faisait une augmentation des conditions de vie pour les paysans, mais qui était quand même très relative, hein, qui était quand même pas terrible, pas suffisante pour vivre vraiment correctement, voilà, en général. Donc c'était un peu le problème, c'était la limite du label commerce équitable, en tout cas Max Havelaar. C'est une des premières limites. Et après, la difficulté aussi, c'est à partir de combien on peut considérer que c'est suffisant. Voilà, c'est ça toute la difficulté. Donc c'était un progrès, mais pour ça, en tout cas, pas vraiment suffisant. Je me souviens plus en tête, mais c'était pas beaucoup d'euros par an en plus. Voilà. Et donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est la validité du label. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs qui demandent le label, mais il faut encore
que Max Havelaar ait les moyens, avec les cabinets d'audit, donc là c'est plus les cabinets d'audit de Max Havelaar maintenant parce qu'ils sont dissociés, c'est FLE, Fairtrade Label Organization Flow, bon, j'ai oublié l'acronyme, voilà, mais donc c'est le cabinet d'audit qui travaille donc sur le niveau international pour Max Havelaar, et le problème qui se pose, c'est donc qu'ils n'ont pas forcément le temps, Flow, d'aller partout dans le monde chez tous les producteurs pour renouveler le label tous les ans. Donc des fois ils donnent le label sans même avoir été vérifié. Parce que concrètement ça a un coût, ça coûte très cher, et s'ils allaient vraiment partout, ça serait vraiment encore plus cher, et déjà c'est cher pour les producteurs. Alors justement, comment est-ce que ces ONG que vous citez, telles ESE, Artisans du Monde, Peuple Solidaire ou Max Havelaar, sont-elles financées? Alors, Ou se financent-elles? En fait, ça dépend des systèmes. Parce qu'il y a trois systèmes différents. Donc il y a dans Flow, qui était Fair Labeling Organization, maintenant j'ai retrouvé le terme. C'est justement, il y a la phase d'accréditation, la phase de certification. Donc c'est toujours Flow qui fait, il y a Flow d'un côté qui accrédite, Flow Cert, qui pour Max Havelaar toujours, qui certifie, et puis Max Havelaar qui est sur le terrain pour organiser, trouver des points de vente et autres. Et donc chacun a sa logique de financement différente. Donc ça devient un peu compliqué quand même. Mais bon, par exemple pour Max Havelaar, il y a une partie de ses ressources qu'il acquiert à travers les points de vente et aussi par des subventions. Mais bon, l'enjeu finalement, c'est pas entrer dans tous les détails, c'est surtout de comprendre que le problème de fond du commerce éthique et équitable, c'est la même chose pour les cabinets d'audit aujourd'hui pour les notes de la dette, pour la dette des États, c'est que les cabinets d'audit sont financés par ceux qui contrôlent. Si vous voulez avoir une certification, vous êtes payé, si vous demandez, par exemple, je prends l'exemple de Nestlé, Nestlé veut être certifié commerce équitable, et bien il va payer FlowCert pour venir l'auditer. Et donc si jamais FlowCert est trop raide et trop strict, et ben, donc évidemment ils ne donneront pas le label, mais l'année suivante, ils vont essayer de trouver d'autres labels, et dans le monde il y en a d'autres, il y a aussi d'autres certificateurs, parce qu'il y a un label, mais il y a plusieurs certificateurs différents, donc ils chercheront un certificateur plus conciliant. Hein. Et donc, ce qui pose du coup un problème, il y a un manque d'indépendance profond entre le producteur qui est vérifié et l'auditeur qui le... Donc c'est ça le problème qui le contrôle. Donc c'est ça le problème de fond, c'est un peu ça que c'est un peu le cœur de mon bouquin. Oui, tout à fait. C'est le problème de la privatisation du contrôle, donc de la régulation du travail. Auparavant, c'était des inspecteurs du travail indépendants financièrement, ils dépendaient de l'État, ils n'étaient pas complètement indépendants, la preuve c'est que ça se passait mal, puis il n'y en avait pas assez. C'est ça le problème de fond, mais du coup on passe à un autre excès, un autre manque d'indépendance, qui est en disant bah, ils sont indépendants parce qu'ils ne sont pas dans la même entreprise, mais quand on est payé par quelqu'un, on n'est pas vraiment indépendant. Oui, alors, bon, c'est le cœur de votre bouquin en fait, et on va y revenir un petit peu plus loin. La régulation du commerce mondial selon des normes quelles qu'elles soient, équitables, éthiques ou autres, nécessite une gouvernance mondiale. Mais tous les acteurs ne sont pas d'accord sur le type de gouvernance à mettre en place, et notamment sur l'option entre une gouvernance par les associations citoyennes et une gouvernance par la société civile. Quelle est la réelle différence entre les deux? La différence entre la société civile et... Une gouvernance réalisée à travers les associations citoyennes, oui, ou une gouvernance réalisée à travers la société civile. En fait, derrière chacun des mots, il y a des enjeux en fait, théoriques, mais surtout politiques. Et généralement, déjà, il y a un premier enjeu qui est... il y a deux enjeux, c'est gouvernance-régulation, et l'autre enjeu, c'est association citoyenne, société civile. Donc déjà, la plupart du temps, le mot gouvernance, le concept de gouvernance et les théories de la gouvernance sont des théories qui ont été développées par des libéraux pour justement contribuer à détricoter l'État, créer un État minimum. Voilà. Donc généralement, ceux qui sont plutôt keynésiens ou à gauche parlent plus de régulation. Donc voilà, ça c'est déjà une divergence, enfin une divergence dans les termes. Et du coup, les libéraux parlent de gouvernance de la société civile, et pas de régulation par la société civile. Et du coup, il y a à nouveau aussi la même chose. Dans le langage commun, on utilise le mot société civile. Mais la société civile, elle a plusieurs sens, et pour les libéraux, c'est pas non plus le même sens que pour les autres. Pour les libéraux, la société civile, c'est tout ce qui n'est pas l'État, tous les acteurs qui ne sont pas étatiques, donc les entreprises multinationales, où leurs représentants font partie. Et par exemple, à l'OMC ou au FMI, à la Banque mondiale, quand on dit on accueille la société civile, ça veut dire en réalité,
on accueille tous les représentants, par exemple un syndicat de patrons, comme le MEDEF, c'est la société civile pour eux. Et en l'occurrence, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, les 2/3 de la société civile, c'est des représentants des grandes entreprises. Voilà. Donc du coup, si on dit une régulation par la société civile, dans la vision libérale, ça veut surtout dire régulation par les grandes entreprises. Voilà. Et ce qui donc du fait contribue finalement à laisser faire le marché, quasiment, et à privatiser toute la régulation. Or, quand on dit régulation par les associations civiques ou citoyennes, là on pense plus à des ONG et autres, et ceci dit, c'est pas suffisant non plus, on en discutera tout à l'heure éventuellement, mais c'est déjà mieux que uniquement par des représentants d'entreprises ou des auditeurs privés, hein, qui sont des entreprises en fait. Mais c'est pas suffisant parce qu'une association elle est toute seule, d'abord elle n'a pas forcément ni les moyens ni la vocation, et elle ne peut pas se substituer non plus à un État ou à un pouvoir public. Pas complètement en tout cas. Page 43, vous écrivez « La création de codes de conduite fait l'objet de logiques d'action différentes et de conflits de légitimité entre les trois acteurs que sont les mouvements sociaux, les pouvoirs publics et les acteurs économiques privés. Cela paraît évident, tant les motivations profondes de ces trois entités sont distinctes. Mais à votre avis, lequel des trois devrait-il primer et avec quels moyens législatifs ? En fait, quand on parle de législation, donc c'est effectivement il y a trois niveaux différents qu'il faut distinguer. Quand on parle du commerce éthique et équitable, c'est la création des normes, donc là c'est le pouvoir normatif, le pouvoir qui correspond au pouvoir législatif. Ensuite, il y a le pouvoir de vérification, de contrôle, on appelle le pouvoir de vérification, c'est les auditeurs. Puis le troisième, il y a le pouvoir de sanction, qui correspond au pouvoir judiciaire. Le pouvoir de vérification, c'était le pouvoir exécutif, ça correspond à ça. Donc il faut un minimum de séparation des pouvoirs, comme pour l'État, pour la démocratie. Donc, notamment, alors, si on prend l'exemple de créer des normes qui soient valables au niveau mondial, par exemple, ou alors éventuellement des normes de contrôle, de vérification. La question c'est qui est le plus légitime pour les créer. Alors je vais prendre l'exemple des normes de vérification, parce que c'est là qu'il y a peut-être le plus d'enjeux. Si on pourrait dire que cabinet d'audit, leur légitimité, elle est fondée sur le fait que c'est des entreprises et qu'ils ont une expertise précise et qu'ils ont aussi, du coup des moyens financiers suffisants. Voilà, ça c'est leur force. Mais leur limite, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'ils ne sont pas dépendants. Si c'est eux qui créent la norme ou qui contrôlent, ils sont donc pas indépendants puisqu'ils vont dépendre de leurs financeurs. Par exemple, les normes ISO, les normes ISO qui existent dans le monde, les normes 9001 et autres, elles sont aussi vendues, elles sont créées par des entreprises, elles sont vendues à d'autres entreprises. Donc c'est un système marchand, c'est quand même ça le problème. Ensuite, l'autre acteur, c'est les mouvements sociaux, les associations citoyennes. Elles ont comme qualité numéro 1 justement d'être indépendantes financièrement, en tout cas pour la plupart, pas pour toutes, et des pouvoirs publics si elles arrivent à s'autofinancer, comme par exemple des associations comme Attac ou Greenpeace, et des entreprises privées. Par contre, il ne faut pas qu'elles soient sponsorisées ou qu'elles fonctionnent avec le mécénat comme le WWF, parce qu'à ce moment-là, ils perdent à nouveau leur autonomie. Donc leur qualité, c'est l'indépendance financière, et on pourrait dire leur fonctionnalité, mais c'est surtout aussi la capacité à amener des idées nouvelles, le pouvoir des idées. C'est ça qui fait vraiment leur spécificité. Donc oui, ils peuvent faire des choses, mais ils ne peuvent pas le faire à grande échelle. Alors, ils ne vont pas vérifier à grande échelle, parce que s'ils commencent à vérifier à grande échelle, il faut bien qu'ils aient de l'argent, et ils vont perdre cette autonomie vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des entreprises qui contrôlent. Et puis le troisième acteur, bah, évidemment, c'est les pouvoirs publics. Généralement, c'est eux qui font les normes, etc. Pour ce qui est des normes, alors pour les normes, c'est eux qui sont évidemment les plus légitimes pour les faire, en règle générale, puisque c'est ce qui s'est fait depuis longtemps, puisqu'en fait, les pouvoirs publics, ils ont la légitimité élective, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la population qui vote pour les élus, qui vont après donner des grandes orientations pour qu'on puisse faire des normes. Par exemple, quand c'est le cas des députés, pour les députés. Ça, c'est plutôt, c'est leur force. Mais l'inconvénient de ce système-là, pour la création de normes, c'est pas le plus gênant, mais disons que ça peut être assez centralisé. Bon, l'inconvénient numéro 1 quand on veut, par exemple, que ce soit les pouvoirs publics qui fassent la vérification, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui
les pouvoirs publics n'arrivent pas, l'inspection du travail n'arrive pas à faire le travail correctement dans le monde, il y a plusieurs raisons. La raison numéro 1, c'est le coût financier, c'est que ça coûte cher de payer des inspecteurs du travail. La raison suivante, c'est qu'il y a beaucoup de multinationales, d'États qui travaillent pour leurs multinationales, et donc du coup qui ne veulent pas que l'inspection du travail soit trop raide avec elles, et donc ils mettent peu d'inspecteurs du travail, et puis quand ils sont là, il ne faut pas qu'ils fassent trop de zèle. Voilà. Alors pourquoi ça? Puisqu'on est dans un système capitaliste, et justement, il y a une concurrence internationale, et donc chaque État sert les intérêts de ces multinationales. Hein, comme expliquait Marx, c'est les infrastructures qui dominent les superstructures, là on le voit concrètement, c'est la puissance des multinationales. Et donc c'est elles qui mènent le jeu. Du coup, les États, bien qu'ils aient la légitimité élective, ils sont quand même peu indépendants des multinationales. Mais c'est, on va dire, moins pire, c'est quand même le moins pire parmi les trois acteurs. Parce que les ONG c'est bien, mais une ONG, si on prend Attac ou Greenpeace, qui sont indépendants financièrement, malgré tout, ils défendent quand même que leurs adhérents. Ça ne représente pas l'intérêt de la population en entier. C'est quand même aussi une limite, on ne peut pas demander, du coup ce serait du lobbying associatif. Alors, dans la continuation de ce raisonnement, page 45, concernant l'élaboration des règles, la négociation collective, le contrat, la soft law, apporte une légitimité fondée sur la démocratie participative. Cependant, cette forme de production perd une part de légitimité puisqu'elle ne s'appuie que très partiellement sur les représentants du peuple qui sont censés défendre l'intérêt général. À la lecture de ce passage, j'ai envie de poser la question suivante. Pensez-vous donc que la légitimité de la démocratie représentative soit plus forte que celle de la démocratie participative, ou, dans le même esprit, que la légitimité d'une décision prise par référendum, par exemple, soit moins forte que celle d'une décision d'assemblée? Dans le premier cas, c'est la société civile qui s'exprime, dans le second cas, c'est l'appareil d'État. À votre avis, lequel doit primer sur l'autre, pour reprendre la fin de la question précédente? Ouais. Alors du coup, il y a deux questions différentes. Donc je vais commencer par la première. Et la première, c'est quelle est plus légitime, la démocratie représentative ou la démocratie participative? La démocratie représentative, on connaît ses limites. Aujourd'hui, c'est que justement, elle est trop loin de la population, elle est trop centralisée, on pourrait dire, et elle n'est pas assez participative. Oui, et pas forcément représentative non plus. C'est encore un autre disons débat. Elle est quand même représentative au sens où les gens qui sont... C'est des élus, par exemple, les plus représentatifs aujourd'hui, c'est les parlements, enfin en tout cas pour ce qui est de la France. Après, il y a des limites, justement, on voit toutes les limites, il y a beaucoup de limites à la démocratie représentative, au point que les gens ne vont plus voter. Hein, ça, c'est le problème. Mais ceci dit, la démocratie participative, ce qu'elle a comme force, c'est, de son côté, c'est de faire participer les citoyens dans l'élaboration des décisions, etc. Mais les citoyens participent, mais ce n'est pas eux qui décident à la fin. Et s'ils décidaient, ça serait justement un problème. Or, des fois, quand le lobbying, c'est la démocratie participative. Et donc, on voit bien la limite. C'est quand, par exemple, une grande multinationale, Nike ou Monsanto, qui veut modifier les règles sociales, il fait du lobbying, donc il participe à la décision, même si ce n'est pas lui qui les vote à la fin. Et donc ça, c'est les dérives de la démocratie participative. C'est pas l'intérêt général, c'est une démocratie pluraliste, une démocratie des intérêts particuliers qui se rassemblent pour prendre la décision. Donc là, il y a vraiment un problème de légitimité concret. Parce qu'il y a une dérive. Oui, mais il y a toujours des dérives, parce qu'il y a toujours des intérêts particuliers dans un système. Voilà. Et du coup, la solution, à mon avis, c'est d'articuler justement ces différents systèmes, d'avoir une démocratie représentative, donc l'améliorer de toute façon dans la limite de ses possibilités, et puis y additionner la démocratie participative, mais qui est toujours justement quand même un garant, une limite, qui est justement les élus, pour ce qui prend l'exemple de la France, les parlementaires français, qui limitent à un moment donné, il faut qu'ils écoutent, mais qu'il y ait une limite en tout cas de la participation des différents acteurs privés. Page 61. Le commerce équitable est encore loin d'offrir des garanties fiables. De nombreux produits sont ainsi vendus comme étant équitables, alors que souvent ils ne le sont pas. Vous dites même plus loin que certaines enseignes vendent certains produits labellisés équitables pour masquer d'autres pratiques ouvertement antisociales.
Les produits équitables deviennent ainsi des couvertures ou des leurres, un peu de la même façon que le greenwashing permet de verdir artificiellement un produit pour lui donner une apparence écologique et pouvoir ainsi capter une certaine clientèle. Nous sommes bien d'accord. Alors, comment lutter contre cela? Alors, en fait, il y a toute la polémique, il y a eu une grande polémique entre justement Max Havelaar et Artisans du Monde à un moment donné, puis dans le monde du commerce équitable il y a quelques années, au moment où justement Max Havelaar est rentré dans la grande distribution, dans les magasins Leclerc, Carrefour et autres. Et en fait, il y avait deux stratégies, d'ailleurs c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Il y a ceux qui estiment que, comme Max Havelaar, qu'il faut rentrer dans la grande distribution pour, pour pouvoir toucher un maximum de monde et puis du coup augmenter la masse, les volumes du commerce équitable jusqu'à ce qu'à la fin ça devienne la majorité. Et puis il y a ceux qui estiment, comme plutôt Artisans du Monde ou la Fédération Minga, qu'en fait il ne faut pas rentrer, il ne faut pas manger avec le grand méchant loup, la grande distribution, et qu'au contraire il faut garder des réseaux indépendants pour éviter de ce qu'on appelle le transfert de réputation, c'est-à-dire en fait si par exemple Max Havelaar avait, peut-être de moins en moins, mais enfin bon, ça dépend de pour qui, avait bonne réputation, il rentre, il met son label dans les magasins Leclerc ou Carrefour, et le problème que ça pose, c'est que eux, ils vont faire labelliser uniquement un produit parmi les 10 000 autres produits qu'ils peuvent avoir, mais par contre, ils vont faire une pub générale en disant chez Carrefour ou chez Leclerc, c'est le commerce équitable. Or, il n'y a que un 10 000e des produits qui est comme ça, et donc c'est ça qu'on appelle un peu le greenwashing. Hein. On profite d'un élément pour faire un transfert de réputation à l'ensemble de la chaîne. Donc ça transfère, en fait, la réputation de Max Havelaar était ici, celle de Leclerc était là, puis du coup, hop, chacun revient au même niveau. Donc finalement, c'est le plus vertueux qui est perdant. Et donc ça fait croire finalement que la grande distribution est écologique et équitable. Or, il n'y a qu'une petite frange, voilà, c'est une sorte de niche et une petite frange, et ça ne change rien vraiment sur le fond. C'est ça les deux points de vue. Alors au niveau du commerce éthique, page 66, vous dites il y a au moins deux sens au mot éthique, régulation des normes sociales par les acteurs privés ou renforcement du respect des normes sociales par les pouvoirs publics. Au niveau des entreprises, peut-on dire que la norme éthique s'appelle RSE, responsabilité sociale des entreprises, et cette RSE peut-elle être mise en œuvre et codifiée par les entreprises elles-mêmes ou par l'action législative et coercitive de l'État? C'est vrai qu'il y a deux approches du commerce éthique. Il y a le commerce éthique au sens qui considérait justement à améliorer les normes sociales en général, les normes publiques, ce qu'on appelle les droits positifs, hein, donc un droit fait, réalisé, décidé par les pouvoirs publics, donc c'est augmenter le niveau. Ça c'est une vision, disons, sociale. La vision libérale, c'est plutôt, donc c'est à l'inverse, c'est enlever les différentes normes sociales et laisser les entreprises faire preuve d'éthique, c'est-à-dire créer leurs propres normes, ce qu'on appelle la soft law. Hein, donc le droit mou ou des normes privées. Donc on a d'un côté les normes publiques. On retrouve la démocratie participative. Bah, à nouveau. Mais on essaye de la retrouver. Ouais, disons que tous les problèmes se croisent. D'un côté un droit public, enfin des normes publiques d'un côté, et de côté des normes privées. Et donc c'est deux visions différentes. Hein. Or, les libéraux veulent justement développer plutôt des normes privées, qu'on les laisse faire, ils ne veulent pas que l'État y mette son nez, parce que pour X raisons, notamment parce qu'ils estiment que leur argument c'est que l'État est trop rigide, pas adapté, etc. Et les pouvoirs publics, donc et l'État, estiment au contraire qu'eux ils sont plus légitimes pour le faire et qu'ils ont défendent l'intérêt général. Voilà, c'est ça les deux visions un peu différentes. Dans la mesure où vous indiquez que nous allons vers une privatisation de la vérification, c'est le titre de votre chapitre 3, ne pourrions-nous pas être amenés à considérer que l'ensemble des dispositifs de commerce équitable et éthique ne visent en fait que des objectifs marketing, afin de permettre aux entreprises de cibler une certaine clientèle marquée idéologiquement? Cette situation présente d'ailleurs de troublantes similitudes avec le règlement CE numéro 834-2007 du Conseil de l'Union européenne relatif à la production biologique, l'agriculture biologique, qui indique que l'agriculture biologique est une méthode de production qui vise à satisfaire la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et des produits naturels. Donc, cela reviendrait à dire qu'à partir du moment où il existe un marché,
il y a lieu d'établir des normes. Mais que s'il n'y a pas de marché, l'établissement des normes devient sans objet. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas trop C'est-à-dire, compris la question en fait. c'est-à-dire, il y a un marché marketing Ouais. pour le commerce éthique et équitable. Il y a des acheteurs potentiels parce que ces produits les intéressent. De même qu'il y a des acheteurs potentiels pour les produits dits naturels. Et c'est pour ça qu'on fait de l'agriculture biologique et c'est pour ça qu'on fait du commerce éthique. Ça pourrait être une vision. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Finalement, uniquement un objectif marketing. Ouais. Bah, en fait, au vision départ, polémique. Hein. non mais c'est intéressant pour pouvoir comprendre effectivement c'est comment l'approche éthique est arrivée hein, dans l'histoire. Donc globalement les premières normes dans les années 30, c'était au début ils ont mis en avant des choses, il y avait justement il y avait trop de corruption et c'était une façon de commencer à réguler les choses. Mais il y a toujours la volonté d'un côté des acteurs privés, des entreprises privées, de se limiter à l'éthique pour pas être trop embêtés, puis le pouvoir public des fois ils sont un peu frileux, etc. Donc il y a toujours un double mouvement. Quand les ONG, après l'échec des clauses sociales, dans le domaine du commerce éthique, quand il y a eu l'échec des clauses sociales, donc par les pouvoirs publics au niveau du GATT, de l'OMC, il y a eu un échec de réguler le commerce mondial, et bien les ONG du coup ont essayé cette fois-ci d'attaquer par un autre angle, c'est-à-dire par la responsabilité sociale des entreprises, en lançant des codes de conduite et autres. Et donc privés et qui relevaient de l'éthique. Puisqu'en fait ils avaient échoué, il y avait un échec du côté de la régulation publique. Et donc c'est sous cette pression-là que les multinationales ont commencé à adopter des codes de conduite, des normes sociales, etc. Enfin des normes sociales, des normes privées en tout cas pour réguler le commerce. Et sous cette pression-là, les choses ont commencé à évoluer, mais les multinationales étaient toujours derrière, toujours disons en retard par rapport à la pression. Et maintenant, comme elles voient vraiment que du coup ça peut devenir, qu'il y a de plus en plus de multinationales qui ont des codes de conduite, et voir des labels, elles se disent que ça peut être effectivement une opportunité de marketing. Donc l'idée, à ce moment-là, c'est de dire, puisqu'il ne faut pas qu'on soit en retard par rapport aux autres, donc on va tous dire qu'on a des codes de conduite, qu'on a des labels, mais on va se limiter à une toute petite partie de notre commerce pour pouvoir faire de la communication marketing, et on va éviter de rien changer, parce que ça a un coût financier, et on va faire en sorte de ne pas changer la masse des choses. Et du coup, ça c'est la dimension marketing du commerce éthique et équitable. Donc, juste pour terminer, ça peut s'arrêter là du coup, ou ça peut continuer, ça va dépendre en fait des pressions des mouvements sociaux en particulier, puis du coup après, si les mouvements sociaux font suffisamment de pression, les pouvoirs publics suivent, hein, ou les consommateurs. Et ça c'est un rapport de force qu'on verra par la suite, mais pour l'instant, ça reste quand même toujours minoritaire, ça en gros c'est devenu une niche marketing et ça ne développe pas beaucoup. Alors justement, quels sont les principaux types de produits concernés par ce commerce et avez-vous une idée du volume total de ces produits par rapport à celui des produits non labellisés? On estimait, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, qu'il y a quelques années, le commerce équitable dans le monde, ça représentait quelque chose comme 0,02 ou 0,02%. Pour la France par exemple? Je ne sais plus les chiffres, mais c'est quand même de ces endroits-là que c'est vraiment c'est toujours moins de 1%, donc ça reste vraiment quelque chose de... c'est utile en fait le commerce équitable, il est utile, le commerce éthique, pour faire réfléchir les gens aux limites du commerce classique. Mais la stratégie qui consiste à partir de tout petit, puis à faire grossir progressivement, simplement en termes de volume, j'y crois pas trop. Par contre, effectivement, il peut y avoir des seuils qu'à un moment donné, en faisant des actions concrètes, les gens réfléchissent, et puis ça, ils contribuent aussi après du coup à changer les consciences, qui fait qu'à un moment donné, bon, ça se développe, c'est comme pour le commerce. Comme les labels bio, ça a démarré un peu comme ça, sauf qu'à la fin, les gens en ont voulu plus, les consommateurs, mais c'était pour leur santé. Alors que là, la santé des pays du Sud, ça les dérange moins qu'à l'heure. Oui, le consommateur est beaucoup plus actif sur le marché du bio au niveau de sa demande, il est plus en demande que sur le marché des produits... Voilà, parce que le consommateur a des intérêts personnels différents. Oui. Alors, on vous a répondu sur le volume, mais au niveau des principaux types de produits, c'est quoi? C'est des produits alimentaires, des produits textiles? Alors en fait, ça couvre tout type de produits? Dans le commerce éthique, ça concerne tous les types de produits. Hein. C'est beaucoup plus large, mais bon, c'est moins rigoureux. Enfin, c'est plus général, quoi. Bon, voilà. Puis ça, on va pas jusqu'au label, on se limite encore à la certification de différentes entreprises ou filiales, etc. Pour ce qui est du commerce équitable, c'est quand même plus sur les produits alimentaires, hein,
Et puis de plus en plus, justement, maintenant sur des produits, sur des vêtements, où certains, sur un peu l'artisanat, mais ça reste encore assez limité sur les gammes de produits. Et du coup, à plus long terme, l'idée, il y a un conflit, je ne sais pas si vous avez me posé la question tout à l'heure, mais du coup je l'aborde rapidement, il y a un conflit entre l'écologie d'un côté et puis le commerce équitable de l'autre. Et pour que ça puisse être compatible, évidemment l'idée générale pour les écologistes c'est de relocaliser la production, mais du coup c'est un peu incompatible avec le commerce équitable. Enfin, de toute façon. Et donc l'idée c'est effectivement relocaliser en majorité, mais il y a toujours des domaines, des produits qu'on aura besoin ou qu'on peut décider de faire circuler. Par exemple, des choses comme certains miels, ou le café, ou le thé, qui sont assez difficiles, ou les bananes, qui sont assez difficiles à produire chez nous. Soit on décide de s'en passer complètement, soit on décide de se limiter à ce genre de produits pour justement garder un lien de solidarité avec ces différents pays sans nuire écologiquement à la planète en faisant trop de transport. Oui, c'est le commerce ancestral, hein, des produits qui n'existent pas sous telle latitude et qu'on est bien obligé d'aller chercher Comme les ailleurs. épices, l'époque de Marco Polo. Page 121. En l'absence d'un dispositif de vérification vraiment indépendant, le développement des labels paraît donc condamné à l'échec. Sauf si les consommateurs ne sont pas trop regardants, comme c'est le cas actuellement pour le label Bio AB. Alors, quelles sont les conditions pour qu'un dispositif de vérification soit réellement indépendant? Alors en fait, pour qu'il soit vraiment indépendant, il faudrait, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, c'est que l'auditeur ne soit pas payé par celui qui contrôle. Sinon, au bout d'un moment, si c'est un marché, on va voir ce que j'ai dit tout à l'heure et on va aller voir ailleurs un auditeur plus laxiste. Donc la proposition que je faisais, que j'ai faite dans ce bouquin, peut être de deux types. Soit on revient à l'ancien système, tout simple, c'est les pouvoirs publics qui contrôlent, bon, pourquoi pas, hein, ça a certaines vertus, en tout cas indépendance financière, puisqu'en fait l'argent des pouvoirs publics vient par l'impôt, elle ne vient pas par le contrôle. Et puis de toute façon, comme ils sont les seuls, ils ont le monopole. De toute façon, même s'ils sont trop stricts, personne ne peut pas aller voir ailleurs. Mais par contre, l'inconvénient de ce système classique, c'est justement le côté très centralisé, très État, très lourd, etc. Ça augmente la puissance de l'État, la centralisation, ça a certaines limites. Donc une solution intermédiaire, ça pourrait consister justement à faire un système triangulaire, c'est-à-dire qu'en fait, quand une multinationale veut avoir une certification ou un label, elle fait la demande à l'État. L'État, lui, fait un appel d'offres pour faire appel à différents auditeurs. Et puis, il prend les auditeurs les plus compétents. Et ensuite, c'est l'auditeur qui va faire le contrôle. Donc ça décentralise, ça délègue un petit peu le contrôle. Mais par contre, l'auditeur n'est pas payé par la multinationale, il est payé par les pouvoirs publics, par l'État. Et du coup, ça fait un système, une indépendance financière. Et là, l'auditeur a intérêt à être de plus en plus strict, parce que plus il sera strict, plus l'État va le reprendre, alors que dans l'autre système, il a intérêt à être de moins en moins strict. Et ça serait, à mon avis, une des solutions par rapport notamment aux questions aussi aux audits financiers. Hein, puisqu'en fait, les audits financiers, il y a eu beaucoup de cas très connus d'audits complaisants, notamment l'affaire Enron, où le cabinet d'audit Arthur Anderson a fait des audits complaisants, justement pour garder son client. Et puis à la fin, il y a eu un procès qui a attesté que tout le monde était corrompu dans l'histoire. Ouais. Vous écrivez un peu plus loin, sur le plan de la lutte communicationnelle, les entreprises disposent de puissants moyens d'information à destination des consommateurs. Les mouvements sociaux s'appuient, eux, sur leur capacité d'initier des campagnes de sensibilisation des citoyens. À votre avis, qui peut avoir le dernier mot? Entre les mouvements sociaux et... Ah oui, les multinationales. Oui. En fait, c'est les deux pouvoirs. Donc il y a deux pouvoirs de communication. Il y a le pouvoir de communication des mouvements sociaux contre le pouvoir de communication des multinationales. Les multinationales, elles ont un grand pouvoir, elles ont la pub, notamment, d'ailleurs on le voit autour de nous, elles ont des moyens. Que la pub. Pas que la pub, mais elles font aussi du lobbying, en tout cas. Celui-là est plus invisible, mais il compte aussi de toute façon. Et donc elles ont des finances, surtout un pouvoir financier énorme pour payer et des lobbyistes et de la publicité. Alors que les mouvements sociaux ont beaucoup moins de moyens financiers. Évidemment, ils sont plus indépendants. Donc, le levier qu'ils utilisent, c'est justement de faire des campagnes, de toucher l'opinion sur des sujets qui agitent l'intérêt général, et s'appuyer sur les médias. Le problème des médias, c'est qu'ils sont aussi dépendants des multinationales. En tout cas, la plupart, ils sont privés. Donc,
a priori, si on joue le jeu de l'argent, c'est les multinationales qui gagnent. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à... Et par contre, les mouvements sociaux ont une force que les multinationales n'ont pas, c'est le nombre. La masse des citoyens est énorme, des dizaines de fois plus importante que le nombre des multinationales. Donc c'est d'un côté la puissance de la masse contre la puissance financière. Et donc c'est ça qui se joue aujourd'hui pour essayer de faire changer et la communication dans le domaine du commerce éthique et équitable, mais finalement plus généralement pour faire changer les règles du commerce mondial. Donc on ne sait pas qui va gagner entre ces deux adversaires. Le Global Compact, né à Davos en 1999, qui est, selon l'ONU, l'effort le plus ambitieux pour établir des relations de travail entre l'ONU, le secteur privé et les mouvements de citoyens, présente 10 principes destinés à protéger les droits de l'homme, des travailleurs et de l'environnement, des excès de l'économie et des pratiques des entreprises. Il est délibérément incitatif et non contraignant. Quels ont été ses résultats? Les résultats, donc là on est dans le commerce éthique, hein, et donc dans le commerce éthique, il n'y a pas de label, c'est juste des certifications. Et les seuls enjeux qui étaient, c'était effectivement, si on met les résultats sur le site de l'ONU, point. Or, comme il y a le contrôle est relativement peu indépendant et puis que la pression est faible, et par l'ONU et par différents organismes, globalement les résultats sont faibles. Ça contribue un peu à améliorer les choses, mais c'est très limité. Et donc là, on voit typiquement, avec le Global Compact de l'ONU, c'est d'un côté, on a donc deux conflits en fait, on a enfin, deux visions différentes. L'OIT il y a deux choses différentes, il y a la création des normes et puis la vérification des normes. Déjà au niveau de la création des normes du Global Compact, ils étaient en deçà du niveau des normes de l'Organisation internationale du travail. Donc là, il y a déjà un conflit entre d'un côté l'ONU et l'Organisation internationale du travail sur la création des normes. Donc déjà, on voit que c'est un recul avec le Global Compact sur la précision des normes. Et ensuite, sur la vérification, donc là, il n'y a pas de système de vérification au niveau international, et du coup, c'est la libre, c'est l'auto-vérification. Et donc ça, c'est l'autorégulation au niveau des normes. Et donc, et concrètement, de fait, les résultats sont plus qu'insuffisants, il n'y a pas beaucoup de résultats. Du coup, c'est de la communication, marketing, et ça, c'est du blue wash, non pas du green wash. C'est-à-dire qu'en gros, on a le label ONU, on fait partie du système ONU, mais on ne fait rien de concret derrière. Page 150. La régulation encadrée par les pouvoirs publics, directive obligeant à négocier des codes de conduite, permet un arbitrage des décisions prises par les acteurs privés. Nombreux sont les syndicats, dont la CFDT, qui s'opposent à une trop grande intervention étatique, dans la mesure où celle-ci peut nuire à la participation syndicale. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à avoir des syndicats freinés à l'établissement obligatoire de normes sociales et opter plutôt pour une autorégulation laissée à la bonne volonté des patrons? En fait, ça rejoint le débat de tout à l'heure sur démocratie représentative et démocratie participative. Les syndicats, ils font partie... Alors, il y a différents types de syndicats, différentes approches. CFDT, ils sont connus pour être les plus... Pro-patron. Il y a plus que parmi les syndicats de salariés, c'est eux quand même les plus proches. Et donc, et ils sont plus pour une démocratie participative, c'est ce qui s'est passé pour les 35 heures aussi. Ils voulaient plutôt que ce soit négocié par le bas et pas au sommet. Donc évidemment, ça permet la participation, ça c'est une bonne chose, mais la participation, c'est aussi la voix du plus fort, donc du lobby le plus fort ou d'acteur le plus fort. Et donc c'est pour ça que des acteurs comme la CGT, eux, préfèrent que ce soit justement confié à l'État, qui n'est pas soumis à la pression au pouvoir, enfin moins soumis, du moins à la pression du MEDEF. Ils peuvent trancher, alors que un syndicat par rapport au MEDEF, à part faire la grève générale, ils n'ont pas beaucoup de moyens de trancher. Vous dites que les différents systèmes comme le code de conduite, la clause sociale ou le SPG, système de préférence généralisée, peuvent servir de prétexte à des politiques protectionnistes. Laquelle de ces trois options vous paraît la moins ouverte à ce risque et la plus adaptée à l'encadrement du commerce équitable et éthique? Code de conduite, clause sociale ou SPG? Alors en fait, les clauses sociales par rapport au système de préférence généralisé et au code de conduite, c'est deux systèmes différents. Donc les codes de conduite et les labels, c'est des systèmes faits par les acteurs privés, entre eux.
les clauses sociales et les systèmes de préférence généralisés, c'est décidé, c'est en rapport avec les droits de douane. C'est les droits de douane qui sont décidés par les pouvoirs publics. Donc c'est déjà deux systèmes très différents. Voilà. Donc la clause sociale, le principe, c'est de dire quand une entreprise, mettons chinoise, arrive et ne respecte pas les conditions de travail, bon, on augmente ses droits de douane. Donc, et du coup, ça va la contraindre à ça. Aujourd'hui, on y pense, mais pas tellement par rapport à ça, c'est plutôt pour protéger le commerce en France, plutôt pour aider la production locale. Prétexte. Alors justement, la question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Si ça arrange beaucoup de monde, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc c'est vrai que c'est bien que chaque pays puisse avoir une autonomie de production et autres, donc ça c'est la vision pour trouver une autonomie économique et pour pour protéger l'environnement, ça c'est une bonne chose. Par contre, l'inconvénient de ce système-là, c'est que ça va nuire à la solidarité internationale en l'occurrence, un travailleur dans les pays du Sud, il veut d'abord manger. Il préfère encore qu'on l'exploite qu'il ne mange pas du tout, pas travailler du tout et ne pas manger. Donc entre les deux mots, il préfère celui-là. Évidemment, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas qu'on s'arrête, qu'on se limite à l'exploiter. L'idéal, c'est justement qu'on réussisse à le faire travailler aussi dans les pays du Sud, mais que le salaire augmente. Donc une des solutions pour éviter justement ce qu'on appelle un protectionnisme déguisé, en fait, on dit pas qu'on fait des protectionnismes, mais de fait, on le fait en disant ça, en disant ah, c'est juste pour les droits de l'homme, mais finalement c'est surtout pour que les patrons français puissent travailler tranquillement. Donc la solution pour éviter ça, ce serait justement de créer un système de préférence généralisé, donc c'est un système un peu du même type que la clause sociale. La seule différence, c'est que, c'est un peu plus compliqué à expliquer, c'est que on met des droits de douane à l'ensemble des pays du monde, donc comme ça tout le monde a des droits de douane. Par contre, le plus vertueux, par exemple si les Chinois décident, donc c'est uniquement pour donc je recommence l'explication, on met des droits de douane à l'ensemble des pays du monde, et uniquement pour les pays en développement, où justement les conditions de travail sont faibles, s'ils respectent les conditions de travail dans leur pays, on leur diminue ou on leur enlève les droits de douane. Et du coup, s'ils sont vertueux, et ben, du coup ça les motive en tout cas à être vertueux, et ça va être bénéfique pour eux. Par contre, s'ils ne sont pas vertueux, ben, ils ont les mêmes droits de douane que les autres, donc ils ne sont pas désavantagés, ça évite le côté protectionnisme déguisé. Et ça s'est fait au niveau de l'Union Européenne, ça existe déjà, simplement c'est que le gain financier est tellement faible que du coup c'est pas un motivant pour les multinationales, donc elles s'en foutent. Mais ça pourrait être, si le gain droit de douane était nettement plus bas, ça pourrait être intéressant. Donc vous votez pour le SPG? A priori, c'est à mon avis un des meilleurs systèmes possibles. D'accord. Au niveau de l'évaluation des résultats, peut-on dire que les 7 normes fondamentales de l'OIT, alors je les cite: 1. Hygiène et sécurité. 2. Travail des enfants. 3. Salaire minimum. 4. Non-discrimination. 5. Référence aux normes internationales du travail. 6. Travail forcé. 7. Liberté d'association et de négociation. Est-ce que ces 7 normes sont globalement respectées lors de la mise en œuvre des codes de conduite? Votre avis? Alors en fait, il y a des statistiques qui donnaient, je ne les ai plus ici non plus en tête. On voit les statistiques, on voyait qu'en fait, les normes qui étaient les moins bien respectées, c'était surtout le droit syndical. Donc globalement, bon, je sais pas, la mieux respectée, ça devait être de mémoire plus ou moins celle qui avait moins d'enjeux pour eux. Hein, donc c'était autour des questions de hygiène et sécurité. Oui. Voilà. Et puis bon, on descendait progressivement. Et donc la moins respectée, c'était ça devait être autour de 75%, je dis ça de tête. Elle est en 7ème position aussi sur la liste, hein, par hasard. Elle est aussi en 7ème position. La liberté d'association et de négociation. Ah, bah c'est la moins respectée, justement. Oui. Parce que c'est à travers celle-là, donc c'est le droit syndical, c'est celle-là qui dérange le plus les entrepreneurs, puisqu'en fait c'est celle-là qui permet de faire respecter toutes les autres. Il ne suffit pas de venir une fois par an un inspecteur du travail ou un auditeur privé qui débarque une fois par an pour tout régler. Non, il faut que chaque jour, au quotidien, il y ait des syndicats qui se battent pour que les choses agencent. C'est la démocratie participative pour le coup dans l'entreprise. Et donc, oui, globalement, elles étaient très peu respectées. Et dans les statistiques en fait, qui étaient précisées, c'était même pas sur le respect, c'était sur le nombre de normes incluses dans les codes. Donc, au début de la création des codes, il y avait peu de normes incluses, et progressivement, il y en a eu plus. L'inspection du travail en France opère un contrôle relativement satisfaisant sur l'application de la réglementation sociale dans les entreprises, et ce, avec un pouvoir coercitif important.
Comment imaginer qu'un organisme d'audit social relevant du secteur privé puisse avoir la même autorité sans compter les possibilités de corruption? Alors déjà sur le constat, il y a déjà, comment dire, ils ont certains moyens, les pouvoirs publics, mais déjà une certaine capacité, disons, si vraiment il y a un problème grave, ils peuvent intervenir, mais il y a beaucoup, enfin, ils sont très peu nombreux. Donc en fait, il y a très souvent, par rapport au nombre d'entreprises, le nombre d'inspecteurs par rapport au nombre d'entreprises est très insuffisant. Du coup, il y a très peu de contrôle finalement dans la majorité des entreprises. Et quand il y a des contrôles, il y a des, les statistiques, certaines ne sont pas contrôlées pendant 10 ans. Et donc, et quand il y a des contrôles, donc il y a des procès-verbaux qui sont faits, et il y en a très peu qui sont suivis d'une vraie amende et d'une sanction derrière. Donc finalement, la sanction est quand même relativement faible, sauf quand ça va vraiment trop loin. Mais sur des petites choses, ça reste déjà insuffisant. Ça, c'est pour la France. Quand on est dans les pays du Sud, c'est encore pire. Ceci dit, ils ont quand même plus de pouvoir et plus d'indépendance que les auditeurs privés. Les auditeurs privés, finalement, la clé du système, c'est pas tellement la coercition, c'est surtout la citation via les consommateurs. Voilà. Mais la question, c'est est-ce que c'est fiable ou non, et pour l'instant, globalement, c'est quand même relativement peu fiable. Page 76, vous écrivez « Le manque de rigueur de la vérification des conditions de production s'explique notamment par le fait que les ONG agissent à la fois comme exportateurs, distributeurs et vérificateurs. » Bon, pour moi, ça ne me paraît pas évident dans la mesure où on peut très bien imaginer qu'un organisme importateur et distributeur garantisse lui-même les produits qu'il propose au grand public, après les avoir lui-même vérifiés, conformité du produit aux normes annoncées relevant alors de la confiance du public dans cet organisme. On serait alors dans une logique purement privée, et ce serait alors aux associations de consommateurs, dont vous parlez d'ailleurs assez peu, voire pratiquement pas, qu'incomberait la tâche de contrôler le sérieux du vendeur, de son label, et d'établir ainsi cette confiance. Dans ce cas, nous serions dans une logique de responsabilisation du consommateur, et pas dans une logique de sa prise en charge par des pouvoirs publics ou semi-publics. Qu'en pensez-vous? En fait, il y a deux choses. Il y a pas, qui peut contrôler, et donc c'est de nouveau deux questions. Et l'autre question, c'est est-ce que les ONG aujourd'hui, donc il y a en l'occurrence Artisans du Monde par exemple, est-ce qu'elles ont la capacité de réellement être indépendantes? Et en fait, ce qui se passe, c'est que paradoxalement, plus une entreprise est puissante, plus une ONG est grosse, plus elle a la capacité de faire appliquer les conditions de travail correctes. Si on prend l'exemple d'Artisans du Monde, où moi j'avais fait des contrôles enfin j'avais comparé justement CEA en Inde avec un label suisse qui s'appelle label STEP sur les tapis en Inde. Et on se rendait compte que le label STEP, donc l'ONG STEP, elle avait une volonté sincère d'améliorer les choses, en tout cas plus forte. CA très peu, mais par contre il y avait de tels moyens que réellement les conditions de travail étaient quand même finalement meilleures dans les entreprises où il y avait, financées par CA, sous-traitantes de CA. Et du coup le problème des ONG comme Artisans du Monde et autres, c'est qu'elles ont peu de moyens, donc il n'y a pas beaucoup d'argent proportionnellement à ces grandes multinationales. Et du coup, elles ont du mal à réellement aider, parce que finalement c'est une histoire d'argent aussi. Si on veut que toutes les normes sociales soient atteintes, il faut payer plus à tous les niveaux. Donc ça c'est un problème de fond. Et ce qui se passe quand on est une micro-ONG, même une ONG locale, une petite ville, et qu'on décide de faire du commerce équitable, si on décide en plus de vivre de en vivre soi-même, si c'est purement bénévole c'est plus facile, mais même si c'est le cas, si on commence à être trop suspicieux avec les acteurs avec qui en gros, demander trop de comptes, déjà ça crée une difficulté en disant tu ne fais pas confiance, ou alors ça crée un problème de relation. Mais à la fin, si réellement on est trop strict, eh ben, on peut dire non, je ne prendrai pas vos produits, ils ne respectent pas les normes. Et à ce moment-là, si on est nous-mêmes le petit producteur, on perd son travail. Enfin, le petit vendeur en France, on perd son travail, parce que du coup, on n'a plus de produits équitables à vendre, si on est vraiment strict. Parce que du coup, on est soi-même dépendant des producteurs à qui qu'on cherche à écouler. C'est pas si facile de trouver des producteurs qui respectent les normes à des prix corrects. Donc c'est déjà un gros travail.
Et du coup, c'est ce qui se passe très souvent. Il dit, bon, bah, ok, on joue la confiance. Ce qui se passe d'ailleurs avec, en certains cas avec Artisans du Monde ou les associations comme Minga, où ils jouent la confiance. Et du coup, paradoxalement, les conditions de travail ne sont pas forcément meilleures que celles qu'ils dénoncent ailleurs. Oui, mais au-delà de jouer la confiance, je reviens sur cette idée des associations de consommateurs. Lorsque un producteur labellise lui-même, enfin une ONG, un organisme, crée lui-même son label, le dialogue s'établit entre le producteur et le consommateur. Bon, il crée lui-même son label et il dit « je garantis que mon produit respecte telle et telle norme, respecte tel et tel type de conduite, code de conduite ». À ce moment-là, il incombe au consommateur lui-même, c'est-à-dire aux associations de consommateurs, d'aller vérifier si c'est vrai ou pas. La confiance s'établit après que les associations de consommateurs aient vérifié régulièrement que ce qu'annonce, ce que garantit le producteur est bien réel. Et là, on est dans une logique un petit peu différente de celle que vous avez décrite jusqu'à présent. C'est le consommateur, avec son organisation autonome, qui peut dialoguer directement avec le producteur qui se labellise lui-même. Est-ce que ça vous paraît un schéma qui est possible ou pas? En fait, ça existe déjà. Oui, dans l'agriculture biologique, ça existe, mais apparemment pas dans le commerce. Max Havelaar, c'est ça. Max Havelaar, c'est une association, une ONG, une association de consommateurs, en quelque sorte, qui décide de s'organiser pour proposer des labels et faire en sorte que les labels soient corrects. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, c'est ça qui fait la différence. Justement, au bout d'un moment, c'est une ONG qui est indépendante financièrement. Il y a plusieurs critères qui permettent à une ONG de différencier une association d'une entreprise. C'est justement l'indépendance financière et puis aussi l'objectif. Si l'objectif est financier ou purement, on va dire, non lucratif et de débattre au niveau des idées. Et progressivement, en fait, c'était une association toute simple, Max Havelaar, mais comme progressivement ils ont mis en œuvre leur idée, qui était une belle idée, on va dire, ils ont dû trouver des financeurs, se financer, et ils sont tout doucement déplacés, ils sont devenus une entreprise. Parce que c'est bien d'avoir l'idée. L'idée, en gros, de dire on fait des labels, et puis ça doit être éthique. Mais il faut vérifier. Si on vérifie, il faut de l'argent, donc il faut être payé par. Et progressivement, ils sont devenus une entreprise privée, d'audit privé, et plus une association indépendante, défendant des idées, et voilà. Et donc, on ne peut pas être en même temps les deux. On ne peut pas être une entreprise d'audit, et en même temps une association qui défend des idées, puisqu'on n'est pas dépendant financièrement. C'est comme si Attac au Greenpeace dépendait des fonds de ces actions pour pouvoir vivre. Et à ce moment-là, si les actions ne fonctionnent pas, ils coulent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment séparer les pouvoirs. Hein. En gros, on a le pouvoir. C'est un livre intéressant là-dessus, dont je parle dans le livre, qui s'appelle La société civile, le troisième pouvoir. C'est un livre de Nicanor Perlas qui explique, en s'appuyant justement sur les idées de Gramsci, qu'il y a une séparation entre les trois types d'acteurs, une séparation des pouvoirs et des fonctions différentes. Les associations, leur fonction, c'est le pouvoir des idées, amener des idées nouvelles. Les entreprises, c'est le pouvoir productif, le pouvoir donc économique, et les pouvoirs publics, c'est le pouvoir de décision. Mais s'il n'y a pas cette séparation entre ces trois acteurs, au bout d'un moment, la société ne fonctionne pas bien, à travers l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Page 192, dans le chapitre « Gouvernance néolibérale globale contre régulation sociale et démocratique internationale », vous dites « Ainsi, les voix et les propositions des transnationales supplantent celles des ONG citoyennes, de même que celles émises par les États. Alors, vous semblez ainsi distinguer les transnationales et les États, mais ne pensez-vous pas que les États ne sont aujourd'hui que les représentants dociles de ces mêmes transnationales, ou, pour être plus précis, qu'il n'existe aucun État désireux de lutter contre le grand capitalisme, et que l'opposition réelle n'existe qu'entre les peuples et l'oligarchie économique. Cette formulation ne serait-elle pas de nature à clarifier le propos ainsi que les données politiques du problème, à votre avis? Alors en fait, la question qui se pose, c'est justement la question de l'indépendance des États par rapport aux multinationales. Et en fait,
l'analyse que vous faites, c'est une analyse un peu marxiste finalement, c'est d'expliquer que les infrastructures dominent les superstructures, les infrastructures économiques dominent les superstructures que sont l'État, le droit, etc. Et c'est la vérité. Hein, elles sont tellement puissantes qu'elles arrivent à dominer les pouvoirs publics. Et après, il y a aussi des intérêts de classe entre les élites économiques d'un côté et les élites des pouvoirs publics, qui fait qu'effectivement, il n'y a pas une véritable indépendance entre les pouvoirs publics et les États. Mais ça, c'est une vérité. C'est pas pour autant, tant qu'en tout cas on reste dans un système capitaliste, c'est pas pour autant que les élites économiques égales ont des intérêts absolument communs avec les élites politiques, les élites des pouvoirs publics. Même si évidemment elles sont très proches. Et donc il y a deux solutions. Soit on dit on ne peut rien faire, à ce moment-là il faut radicalement changer de système et faire en sorte que les multinationales deviennent en fait des entreprises publiques, pour qu'il n'y ait plus d'intérêts privés qui mettent ça en avant et garder du coup un marché avec des coopératives, des petites coopératives privées, mais plus de grandes multinationales privées dans la mesure où elles sont trop puissantes. Et là effectivement ce serait un basculement du capitalisme à un système socialiste, hein, par exemple. Ça c'est la première hypothèse. Mais bon, là on n'en est pas. Là c'est pas le propos du bouquin, c'est d'essayer de voir comment on peut réguler le capitalisme. Alors peut-être que c'est pas possible, c'est bien possible que ce soit. En tout cas, à mon avis, ce sera toujours difficile de le réguler vraiment. C'est plutôt, faut tirer dessus pour après réellement changer de système, aller vers une sorte d'écosocialisme autogestionnaire, on pourrait appeler ça comme ça. Hein, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec des coopératives, un marché de coopératives et des grandes entreprises publiques. Mais bon, comme on n'en est pas là, on essaie d'améliorer les choses et d'aller dans cette direction. Et pour aller dans cette direction, justement, il faut aussi prendre conscience aujourd'hui qu'il y a quand même une différence entre les intérêts, entre une multinationale qui voit uniquement, qui est guidée par ses intérêts, ses profits, ses dividendes, donc intérêt financier pur, c'est à peu près le seul contrôle, c'est la seule motivation qu'elle a, et puis les élus qui sont quand même sous la pression de leurs électeurs et donc qui fondent aussi la légitimité élective. Et soit aujourd'hui, si on remplace, si on dit bon bah ok l'État ne fonctionne pas et on laisse tomber l'État, qui le remplace? Si c'est des ONG tout court qui le remplacent, les ONG c'est la société civile libérale, ça va être aussi des représentants, le MEDEF va aller dire qu'il a sa place comme les autres et il saura se faire entendre sa voix, quoi. Donc il n'y a pas de bon système pour l'instant parfait. Alors vous terminez en disant « L'essor des codes de conduite se situe à la croisée des chemins entre régulation et dérégulation. » Ne faudrait-il pas ajouter qu'il se situe aussi entre décroissance et démondialisation? Si la décroissance s'installe progressivement ou rapidement, elle va de pair avec une démondialisation. Alors, que deviennent les codes de conduite et le commerce éthique et équitable? J'ai déjà un peu abordé ce point-là, mais je vais remettre, on va repointer, c'est vrai que c'est important. Il y a déjà, je disais, donc, les codes de conduite sont à la croisée entre régulation et dérégulation. Le but, c'est de déréguler plus, puisqu'en fait, il n'y a pas assez de normes sociales, mais comme c'est des instruments privés, on peut aboutir à l'effet inverse, au contraire à une dérégulation, parce qu'en fait, on laisse tomber les normes publiques, hein, les droits internationaux du travail. C'est le premier enjeu. On remplace en fait les droits positifs par des normes privées. L'autre enjeu, effectivement, c'est le conflit qu'il y a entre la solidarité internationale via les systèmes de commerce équitable, de commerce éthique et autres, et les enjeux liés à l'écologie, hein, à la décroissance, qui consiste à dire que si on continue à commercer à l'infini, eh bien ça pollue d'un point de vue écologique, mais aussi ça pose un vrai problème au niveau même purement économique, c'est que les pays les plus faibles dans la mondialisation, ils sont systématiquement écrasés par les pays les plus forts. Donc l'idée, d'un point de vue à la fois social et écologique, c'est d'abord de relocaliser la production pour que chaque nation ait une autonomie économique et donc une économie politique, et ça sera aussi bon pour l'environnement. Ça c'est la base du système tel que dans une vision, disons, éco-socialiste fédérale qu'il faudrait imaginer au niveau mondial. Et après ça n'empêche pas que une fois qu'on a relocalisé l'essentiel, on peut continuer à avoir certains échanges sur certains produits, à la fois parce qu'on ne peut pas les produire tout seul, hein, c'est pas non plus un système autarcique, et aussi parce qu'il y a des domaines où non seulement on ne peut pas les produire tout seul, mais c'est aussi bien aussi
de conserver certains échanges, ne serait-ce que pour une solidarité justement économique entre les nations et les peuples. Alors, entre ces différentes croisées des chemins, quel est votre pronostic personnel pour les années qui viennent? En fait, c'est qui sera le plus puissant, hein. En gros, d'un côté, on a les multinationales et les capitalistes qui prennent de plus en plus de vitesse et qui assoient leur pouvoir d'ailleurs, notamment à travers la dette publique, hein, qui concernait uniquement les pays du Sud, mais maintenant concerne aussi les pays du Nord. Et je pense que c'est le levier numéro... Enfin, c'est pas le seul levier, hein. Le commerce international, c'est déjà un autre levier. Mais l'autre levier le plus puissant aujourd'hui, c'est justement la pression qui est mise sur les pouvoirs publics via la dette. Et donc c'est les banques derrière, les banques privées qui du coup dictent leurs orientations via les agences d'audit notamment et les marchés financiers. Voilà. Donc c'est les pouvoirs privés financiers qui dirigent le monde de plus en plus. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Et ils n'ont pas l'intention de lâcher le morceau. Puis il y a pas beaucoup on voit pas beaucoup à part quelques pays comme l'Amérique du Sud où ils arrivent à desserrer les taux et trouver une certaine indépendance. Pour la plupart des autres, ça va plutôt dans le mauvais sens. Donc malheureusement, moi je serais assez pessimiste sur la suite. Je pense que ça va plutôt contribuer, ce pouvoir justement des banquiers qui financent le commerce mondial aussi, hein, d'ailleurs, va prendre de l'essence de plus en plus. Et jusqu'à ce que finalement leur projet, c'est à travers la Banque mondiale et le FMI, de faire une sorte de gouvernement mondial des banques, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, une sorte de gouvernement mondial des banques privées qui dirigent le monde et qui finalement assèche et assoiffe le monde entier, voilà, en récupérant l'argent via la dette. Voilà. Mais après, plus la tension monte, plus ça crée des guerres, plus ça crée des tensions, et il y en a de plus en plus d'ailleurs dans le monde, hein. D'ailleurs la France participe aussi à des guerres, même si on ne la fait pas chez nous, on la fait à l'extérieur. Et donc à un moment donné, quand la tension est trop forte, et que ça nous touche aussi nous, les peuples des pays les plus puissants, peut-être à ce moment-là les choses peuvent changer, mais c'est jamais certain. Bon, en tout cas, juste pour terminer, malgré tout, à la fin de l'histoire, j'ai quand même espoir que, après les chaos, d'ailleurs, après le chaos, souvent il y a quand même des périodes plus favorables. Si on prend l'exemple, on est en train de revivre un peu la même période qu'on a vécue avant la Deuxième Guerre mondiale, après avec la crise des années 30, après il y a eu la guerre 39-45, et puis après pendant 30 années, en tout cas pour les pays du Nord, d'une vie quand même plus harmonieuse économiquement. Alors qu'on peut imaginer qu'on va aboutir à ça à terme, donc à une sorte une fédération mondiale plus sociale et plus écologiste. Voilà. Mais le chemin, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin.